C'est vraiment le Mmh. chiffre sur la balance qui va définir qui elles sont. Si elles perdent face au craquage, elles se sentent nulles, Heu, culpabilité et du coup, en se sentant nulles, gros manque de confiance et derrière, plus de chances de recraquer. Comprendre que le craquage, il cache un besoin derrière. Si on arrive à nourrir ce besoin autrement, on n'aura plus besoin de la nourriture pour nourrir ce besoin. c'est juste la meilleure solution qu'elles Et ont à l'instant retrouver, T. c'est pas du manque de volonté, c'est juste qu'il y a 2 parties en elles et qu'il y a une partie qui aura plus de volonté que l'autre et en général, la partie qui a le plus de volonté, c'est celle qui veut, rester en sécurité, donc le cerveau qui ne veut pas être en danger. Les kilos font que je suis en sécurité. Je veux Et rester dans la famille, du coup, il faut que je reste comme les autres si je veux être aimée, acceptée. le poids n'est pas le problème, c'est plutôt le symptôme. Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé. Aujourd'hui, je suis avec Eléa, qui est coach émotionnel et coach sportive au sein de notre accompagnement chez Kiné Coach Santé, qui est aussi athlète de haut niveau. L'idée, Eléa, c'est d'avoir une vraie discussion entre nous, en partant de ton parcours, de ton vécu, de ton rapport au corps, à la performance, aux émotions, bien sûr, évidemment, on va en parler, et de faire un pont aussi avec ce que vivent les personnes qu'on accompagne. Déjà, comment tu vas, Eléa? Bonjour, ça va super. J'espère que vous aussi toutes. Trop bien. Et bah, première question, pour rentrer dans le vif du sujet, Léa, est-ce que tu peux déjà, ouais, rapidement te présenter, qu'on comprenne un peu, à qui on a affaire, un peu ton parcours, le lien avec le sport dans tout ça? Du coup, moi, j'ai 31 ans, je suis passionnée, par le sport, donc j'ai commencé par en faire beaucoup, beaucoup, multisport, beaucoup de gym. Après je me suis mis en athlétisme et ça a très bien marché. À côté de ça, j'ai fait prof de PS et il m'est arrivé un truc grave, en cours. Du coup, je me suis mis en accident de travail, grosse dépression et ça m'a amenée, sur le coaching et du coup, j'ai été coachée moi-même pour la performance et le bien-être, l'amour de soi et derrière, j'ai passé la formation de coach et je suis devenue, coach à mon tour, donc pour les sportifs et pour, les femmes en perte de poids. Et notamment, là, quand tu dis: «Je suis devenu coach à mon tour», c'était plus sur le côté émotionnel, hein, c'est ça? Ouais, Que tu étais déjà coach l'aspect sportive en émotionnel, quelque c'est sorte? ça et en plus, je peux faire des coachings sportifs à la demande parce que j'adore ça. Ouais, trop bien. Bah, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, de vraiment aussi parler de à quel point le sport, ça peut avoir un impact sur les émotions, notamment pour les personnes qui nous suivent et qu'on accompagne, qui sont des personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, qui ont un rapport à leur corps qui est compliqué. Tu disais que tu as vécu un difficile du coup dans ta carrière et que ça t'a amené à te faire coacher. Ça a changé quoi pour toi, le fait de commencer à vraiment considérer tes émotions et te faire coacher, déjà dans ta pratique sportive? Beaucoup moins de peur, plus de confiance, moins de peur du regard des autres, moins de peur de se faire mal. Moins de peur de rater, de l'échec. L'échec ou la contre-performance, ça ne venait plus toucher, ma valeur. Alors qu'avant, je réussissais. J'étais forte, j'étais bien, j'étais une bonne personne et je ratais, j'étais nulle. C'était vraiment ça, dans ma tête et du coup, ça s'est dissocié et du coup, en enlevant cette peur de l'échec, forcément, on a moins de résistance et du coup, on performe plus, quoi. Dans le plaisir, en plus. Donc je passe des super moments en compétition et en plus, pour le coup, ça marche, très bien. Ouais, parce que Eléa, elle est un peu, elle est humble un peu, mais tu peux quand même dire ton titre pour qu'on comprenne un peu. J'ai fait championne au dernier championnat du monde, en épreuve ultra combinée du coup en athlétisme. C'est 14 épreuves en 2 jours, c'est intense. Je sais pas pour les personnes qui écoutent si vous vous rendez compte, mais c'est quand même, championne du monde. Ça le fait quand même. Tu parlais à l'instant de, à quel point tes performances avant de travailler sur toi, travailler sur tes émotions, tu liais ta valeur personnelle, presque qui tu étais à tes performances. Le parallèle est assez intéressant avec les personnes qu'on accompagne qui justement ont la sensation que les performances sportives, mais c'est plus leur poids. C'est vraiment le Mmh. chiffre sur la balance qui va définir presque qui elles sont et c'est même pas Ouais presque, hein, et c'est leur vraiment il y en a craquage qui se disent, et leur volonté face au craquage aussi. Si elles perdent face au craquage, elles se sentent nulles. Si elles y arrivent, elles se sentent plus fortes. quand tu dis perdre face au craquage, c'est-à-dire, j'ai envie de manger parce que contexte émotionnel, colère, tristesse, fatigue et cetera. Je craque et du coup je me sens, Culpabilité, elles se sentent nulles et du coup, en se sentant nulles, gros manque de confiance et derrière, plus de chances de recraquer, quoi. et c'est comment tu vois les choses toi pour une personne qui peut-être qui nous écoute, qui, dans ce qu'on décrit, la culpabilité après les craquages et qui se rend pas forcément compte que c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente? Selon toi, c'est quoi la première chose qu'on doit travailler pour, passer du cercle vicieux au cercle vertueux de se libérer de ça? Comprendre que le craquage, il cache un besoin derrière et si on arrive à nourrir ce besoin
autrement, on n'aura plus besoin de la nourriture pour nourrir ce besoin et elles font très rapidement un début d'accompagnement parce que les premières sessions, c'est justement, sur ça et du coup, quand elles arrivent à comprendre ça, derrière, c'est plus facile. Elles se nourrissent tous les jours d'autres choses pour plus avoir besoin de pour combler, ce manque. C'est vraiment l'une des premières prises de conscience, je pense, qui arrivent dans nos accompagnements. C'est que la nourriture, en fait, c'est pas vraiment le problème, c'est la solution à un Mmh, besoin qui est non rempli, une sorte de vide un peu perçu. Souvent, on entend les personnes qui disent, «Je me sens vide, fin de journée», et elles voient la nourriture comme un problème qu'elles n'arrivent pas à contrôler, à maîtriser. Alors qu'en fait, c'est juste la meilleure solution qu'elles ont qu'elles à ont l'instant trouvé T, à l'époque, c'est ça. qu'elles ont trouvé à l'époque, et le jour où elles comprennent finalement qu'est-ce que ça vient combler et qu'elles découvrent comment le combler autrement que par la nourriture, ben, la nourriture n'a plus sa raison d'être. C'est ça. Elles Ça, c'est arrivent à lâcher à comprendre que la nourriture ne comblera pas ça aussi, pas ce manque. oui, bien Ça sûr, va et mmh, ou alors à très court terme, ça fait du bien, sur le moment, quelques instants, mais plus le problème est ancien, plus vite arrive la culpabilité, et parfois la culpabilité, elle est déjà là avant même d'avoir, «craqué» entre guillemets, parce que, bon, bah, OK, je sais que je vais craquer, donc je culpabilise déjà à l'idée que j'ai trop mangé, ce que je voulais pas manger, ce que je m'étais dit que j'allais pas manger. Toi, tu es passé par des phases comme ça où tu étais, rigide avec toi-même, que ce soit dans le sport ou même forcément, pas forcément? si, mais que ce soit même avec la nourriture, dans le sport et dans la nourriture. Moi, c'était vraiment des extrêmes, c'est soit tout, soit rien, quoi et j'étais capable de pour la nourriture, s'il fallait perdre 5 kilos pour une compétition, je les perdais en 1 mois, mais derrière, quand c'était bon, la compétition a été passée, je repartais dans l'autre sens, quoi, hein. J'ai eu ces problématiques-là, aussi, hein et après moi, du coup, c'était pas pour, l'image, mais c'était pour la performance parce que dans ma tête, c'était plus je suis légère, plus je vais être, en facilité, être forte facilement. Mais le parallèle est le même finalement avec les personnes qu'on accompagne, qui en fait, c'est vraiment la valeur que je m'accorde. Pression, manque et du coup, besoin de se remplir derrière, quoi. Et comment, dans quel ordre ça s'est fait pour toi? Comment, c'est quoi les 1res choses, est-ce que ça s'est réglé quand tu as commencé à travailler sur toi, de ce que tu disais il y a quelques instants, ou il y a eu des étapes un peu différentes? J'ai pas vraiment travaillé sur la nourriture, donc ça, c'était un peu réglé et après en étant, parce que du coup, je me suis fait coacher en 2020, en étant de plus en plus épanouie, sans complexe, en voyant que dans tous les cas, je performais, que je fasse, 60 kilogrammes ou 55 et bien, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de cette rigidité-là et on est de mieux en mieux, donc on n'a plus besoin de se frustrer, on n'a plus besoin non plus de se remplir autrement et ça s'est réglé un peu tout seul. C'était pas la priorité, mais le reste a fait que ça s'est réglé. Aujourd'hui, c'est quoi toi, Eléa, ta définition d'une bonne gestion émotionnelle? Justement, je suis un peu différente là-dessus. Il y a des clientes qui vont venir pour gérer leurs émotions et le niveau pour moi supplémentaire, plus profond, c'est de ne plus chercher à les gérer parce que du coup, si on gère nos émotions, on s'en sert pas, on se restreint. C'est vraiment d'apprendre à s'en servir de ces émotions. Donc la colère, c'est une émotion qui apporte plein de bonnes choses, qui est hyper protectrice. Donc venir aimer sa colère et s'en servir derrière. La tristesse pareil, le stress pareil. Et à partir du moment où on aime ces émotions, on n'est plus en résistance, en souffrance quand on les vit et pour moi, c'est ça la vraie, c'est même pas du coup de la gestion, tu vois? C'est vraiment, vivre ses émotions et pareil dans le niveau du sport, quand un sportif n'est plus gêné par son stress, mais arrive à s'en servir, il est, meilleur, fois 100, tu vois? Alors que s'il se dit: «Non, je veux pas ressentir le stress» et quand le stress, il arrive, il est en résistance, il rajoute du stress au stress en plus et puis il se met en mode, tendu et là, il peut plus performer. Son cerveau, il a pas accès à tout son cerveau aussi, donc il peut pas performer que ce soit en athlé, en sport co, tous les sports et pour les clientes, c'est pareil. Elles ont pas accès à toutes leurs capacités physiques et mentales quand elles sont en résistance face à l'émotion, qu'elles sont en train de vivre. Moi Et tu parlais du cerveau, il y a, dans le cerveau, il y a quelque chose qui a été théorisé qui est assez parlant à ce niveau-là, c'est la théorie du système 1 et du système 2. Il y a, partie du cerveau qui est la partie, plus, rationnelle, et l'autre partie du cerveau qui est plus, elle, émotionnelle, et en fonction du mode dans lequel, on est, c'est plus l'une des 2 parties qui va prendre le dessus, et souvent, la partie la plus émotionnelle, elle prend le dessus justement quand, il y a un contexte émotionnel qui est chargé, quand il y a de la fatigue décisionnelle en fin de journée, et déjà de comprendre que son cerveau, c'est pas juste son cerveau, il y a 2 parties dans le cerveau, et qu'en fonction de qui pilote à ce moment-là, ça va nous amener à prendre des actions, différentes. Souvent, l'image qui est utilisée pour le système 1 et le système 2, c'est l'éléphant et le cavalier. C'est-à-dire que le cavalier, qui est la partie rationnelle du cerveau qui pilote, l'éléphant, qui lui est la partie plus émotionnelle, bah, le cavalier, quand on prend soin du cavalier, donc prendre soin de son niveau stress, comprendre, ses émotions,
ne plus juger ses émotions, mais comprendre qu'elles ont un sens et cetera, bah, on permet justement de mieux piloter l'éléphant émotionnel. Par contre, quand il y a un contexte plus chargé émotionnel, fin de journée, fatigue et bah, l'éléphant, il va où il veut, en fait, et c'est impossible de contrôler un éléphant massif qui a décidé d'aller par là, quand nous, on est le cavalier, ou la cavalière, tout petit sur l'éléphant. Juste, on se fait balader et on subit ça. Et c'est vrai que souvent les personnes qu'on accompagne, quand elles arrivent, déjà elles ont pas vraiment conscience qu'il y a un peu ces 2 parties dans le cerveau, qu'il y a un peu ces 2 modes, et elles se jugent beaucoup de ressentir certaines émotions et donc elles les enfouissent et elles les répriment. La colère, c'est désagréable, c'est pas bien. Du coup, je me juge d'être en colère et finalement ça crée ce vide, qu'elles vont avoir besoin de compenser, avec les émotions. Et paradoxalement, plus on essaye de garder ces émotions en nous, plus elles vont exploser fortes de la «mauvaise» entre guillemets «façon», tu vois? En tout cas, Alors la que si façon on vit qu'on nos n'a pas émotions au choisie. fur et à mesure, naturellement, ben, on rajoute pas du stress au stress, on rajoute pas de la colère à la colère. On vit notre colère sainement tout de suite, au lieu de la garder en soi, d'avoir les problèmes de santé, les tensions, les machins et au bout d'un moment de craquer quoi, ça faut que ça sorte. D'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais du regard des autres tout à l'heure et j'ai la sensation aussi, tu sais, que ce qui revient souvent chez les personnes qu'on accompagne, c'est, le regard qu'elles portent sur elles-mêmes est finalement encore plus pesant que le regard projeté, des autres. Et toi, tu parlais du regard des autres dans tes performances en tant qu'athlète. À quel point ça te pesait ça? Ouais, beh, en fait, il fallait en plus, je faisais un sport, c'était la gymnastique, où on est très, très regardé. Du coup, il fallait pas que les autres me voient rater. Donc Elia Aubert, elle devait être parfaite, elle devait jamais tomber, elle devait toujours être magnifique dans ce qu'elle faisait. Enfin, c'était vraiment, ça et du coup, ça faisait que je prenais plus de risques, je minimisais, je faisais les trucs faciles et du coup, on peut plus évoluer derrière et une fois que tu as enlevé ça, beh, déjà, tu penses qu'à toi, à ta performance et tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu fais et en plus, bah, tu enlèves toutes les peurs qui vont te faire, rater, qui vont te faire te minimiser, rester discret. En sport aussi, il y a le fait qu'on a peur d'être jugé arrogant, trop arrogant quand on gagne et du coup, quelqu'un qui a peur d'être arrogant, d'être jugé arrogant, au fond de lui, il va se saboter pour pas être vu premier et arrogant et les femmes qu'on accompagne, elles ont souvent ce truc sur l'arrogance aussi et résister à l'arrogance, c'est se bloquer une part de confiance. Donc elles aimeraient être plus confiantes, sauf qu'au fond d'elles, il y a un conflit parce que si elles étaient très confiantes, elles pourraient être jugées arrogantes et ça, elles veulent surtout pas. C'est la même chose sur l'égoïsme et l'altruisme. Si elles prennent soin d'elles, elles prennent du temps pour elles, elles peuvent être perçues par les autres égoïstes et ça, elles veulent surtout pas être jugées égoïstes. Donc elles vont tout faire pour s'occuper des autres et derrière, elles sabotent parce qu'elles ont plus de temps pour elles et quand on arrive à casser ça, du coup, elles se libèrent. Elles peuvent faire, tout ce qu'elles veulent. Elles osent prendre du temps pour elles. Elles osent se montrer, marcher avec confiance. Elles osent perdre du poids parce qu'une personne, dans leur tête aussi, une personne belle va être arrogante. Elles ont souvent la résistance: «Je veux pas être trop fine, trop belle, trop maigre parce que je serai arrogante». Donc il y a plein de conflits comme ça, mentaux qu'on peut réussir à enlever pour que, la perte de poids soit, plus facile. Pour que le cerveau ne résiste pas et ne les ramène pas vers les aliments pour pas, se mettre en danger, quoi. C'est super intéressant ce sur quoi tu viens. C'est vraiment, des obstacles à la perte de poids, un peu comme des tu sais, des petits verrous, à des petits cadenas à ouvrir les uns après les autres et souvent ce que les gens comprennent pas, c'est que déjà, ils ont des obstacles à la perte de poids qui n'est pas Mmh. du tout, «Je n'arrive pas à résister à tel ou tel aliment». En fait, c'est beaucoup plus profond que ça, pas beaucoup plus Ouais. compliqué, mais c'est juste pas visible. Nous, on utilise souvent la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire que l'iceberg, tu as la face visible, donc ce que je crois qui est le problème, c'est-à-dire mon surpoids, mes kilos en trop, éventuellement, si j'ai déjà conscience que c'est ma relation à l'alimentation qui bloque ça et en fait, ce que je vois pas et c'est vraiment souvent enfin, je pense quasiment tout le temps le cas des personnes qui viennent nous voir. Elles viennent Il y nous a voir, des à un moment, elles le voient, en fait, mais mmh, jusqu'à ce qu'on travaille ensemble, elles ne on voit voyaient pas pas trop. tout ce qu'il y Ouais. avait sous la surface de l'eau dans cette métaphore de l'iceberg, qui étaient justement les blocages qui leur sont très contextuels, qui peuvent venir d'injonctions, beaucoup, hein, d'injonctions, dans l'enfance, adolescence. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à prendre du poids, dans la puberté et cetera et qui se sont faites réprimer par leur mère, qui n'arrivaient pas à perdre du poids et qui parce qu'elles ne voulaient pas que ça leur arrive à leur, fille et du Familial. ça part de parfois de bonnes intentions, mais en fait, c'est l'inverse que ça crée et Mmh. ou alors, ouais, de loyauté familiale, il y a beaucoup, tout le monde est en surpoids chez moi et donc tout le monde s'est collé l'étiquette depuis plusieurs générations que, bah, chez nous, on est,
«fort» entre guillemets, on est en surpoids, donc en fait, Bon pour être loyal vivant, à ma famille, gourmand. vraiment toutes ces étiquettes et en fait, ça fait vraiment partie des petits verrous très Ouais, parce que si contextuels je veux et rester dans la famille, du coup, il faut que je reste comme les autres, si je veux être, aimée, acceptée. ouais et d alors ça, c'est un bon exemple, tu vois? Par exemple, quelqu'un qui justement par loyauté familiale se rend pas compte que, en fait, l'une des raisons principales de son surpoids est liée à ça. Comment tu commencerais par aborder la question avec cette personne, quand tu te rends compte qu'il y a une part de ça? On vient faire une méthode, c'est le cassement des croyances pour venir lui montrer à son cerveau vraiment que ce qu'elle pense, c'est faux et que c'est l'inverse qui est vrai. En fait, on vient faire en sorte que la cliente croit tout ce qui l'arrange pour atteindre ses objectifs. Tu as un exemple éventuellement qui te vient? Bah, par exemple, dans la famille, voir des personnes qui sont exceptionnellement minces et qui du coup viennent casser la norme, donc voir que c'est possible, voir que ces personnes, elles sont toujours autant aimées, acceptées dans le cercle et voir que du coup c'est possible pour elles aussi. Parce que l'une des peurs de ce que tu as constaté, c'est si le poids que j'ai envie de perdre, je serai moins aimé par, mon cercle, par mon entourage. C'est de Mmh. ça dont on parle quand on parle de loyauté familiale. Ouais. Mais je pense que la plupart des conflits, mentaux et qui fait que les clientes se jugent de leur manque de volonté. Mais en fait, c'est pas du manque de volonté, c'est juste qu'il y a 2 parties en elles et qu'il y a une partie qui aura plus de volonté que l'autre et en général, la partie qui a le plus de volonté, c'est celle qui veut, rester en sécurité, donc le cerveau qui ne veut pas être en danger et celle qui veut se faire aimer. En général, c'est ça, hein, c'est amour et sécurité, hein, qui est recherché Ouais, et donc cette partie-là gagne. ouais et déjà la première étape, j'ai l'impression que ce qui revient souvent quand même, c'est d'en prendre conscience du schéma actuel qui se joue en moi et qui m'empêche de perdre du poids. C'est-à-dire Mmh. que jusqu'à là, je croyais que juste moi, je manquais de volonté alors qu'en fait, moi déjà, c'est pas une personne, c'est différentes parties de moi. Déjà, accepter qu'il y a différentes parts de moi, ça Ouais, c'est souvent, presque philosophique quoi ça. pour les personnes qui découvrent un peu ces concepts. On croit qu'on est une personne, qui a un truc et qu'on décide tout, alors qu'en fait le côté même rationnel, pour revenir sur les 2 parties du cerveau, le la partie rationnelle, c'est vraiment, une minorité de nos décisions. Les décisions conscientes, c'est Mmh, vraiment une minorité des décisions qu'on prend, toute la journée. La plupart de nos mmh. décisions, elles sont prises de manière inconsciente et ça, c'est lié à qui je crois être, mes croyances. Le cerveau aime bien les raccourcis, quoi. Donc Mais c'est déjà sûr que la 1re étape, c'est mettre de la lumière sur tout ça. des fois rien qu'on n'a même pas fait la séance de libération sur le blocage avec la cliente, on lui explique pourquoi il y a eu par exemple avec une cliente il y a pas longtemps, c'était, elle a eu une agression sexuelle jeune et en fait lui expliquer que c'était pas du manque de volonté de sa part, la perte de poids. Elle n'y arrivait pas en fait, c'était pas du manque de volonté, c'était juste qu'il y avait une partie d'elle qui avait associé être fine, c'était un danger parce que j'allais attirer les hommes et du coup j'étais encore une proie comme quand j'étais petite et du coup à l'inverse, les kilos font que je suis en sécurité parce que, je suis plus repoussante et du coup on ne m'agressera pas et du coup rien que la prise de conscience de ça, bah, la cliente elle comprend que c'est de l'amour de soi, c'est de la protection et c'est juste que nous en coaching ensemble, on va la libérer de ce problème du passé, de ce trauma, parce que du coup c'est un trauma et trouver une nouvelle solution pour être en sécurité. Que les kilos, comprendre qu'en fait ça ne la protège pas et trouver quelque chose d'autre qui la protégera, mieux et du coup il y a plus besoin, de se remplir pour être, avoir des kilos, pour être repoussé. D'ailleurs, c'est ce que disent les statistiques, hein, sur les agressions sexuelles. Les personnes qui sont en surpoids ne sont pas moins agressées sexuellement que, les personnes qui Non sont plus minces. et si on arrive à faire comprendre ça et faire comprendre qu'avec des muscles, les filles, elles arriveront plus à se défendre aussi, tu vois? Et bah, Ouais, derrière ouais, non, mais c'est intéressant. Bon après, le simple fait de dire cette statistique à quelqu'un ne va pas l'aider à se libérer non, instantanément. C'est pas parce que: «Ah OK, en fait, j'ai autant de chances d'être agressé sexuellement en étant en surpoids. Ah bon, bah, du coup, je peux perdre du poids». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est toujours des croyances qui, pour la plupart du temps, sont erronées, mais qui sont, très vraies pour soi, en fait. pour le corps, Et en cru fait, depuis des années. c'est cette vérité qui dicte derrière toutes nos actions. Et on est tous Mmh. remplis comme ça de paradoxes, hein, mais c'est souvent d'ailleurs le côté rationnel, tu vois? Si on va plus sur le côté technique, tout le monde sait quoi faire pour perdre du poids. Tout le monde sait qu'il faut faire du sport, tout le monde sait enfin faire du sport, au moins avoir une activité physique, être en mouvement, avant de faire du Bouger, sport et on mmh. va en parler.
Mais déjà de bouger, de marcher, d'être en mouvement, de manger, des légumes, Vrai. des sources de Mmh. protéines, de limiter les matières grasses transformées. Tout ça en fait, on le sait. Le rationnel, on le sait et toutes nos clientes, elles le savent. Aucune personne qui vient nous voir, n'arrive pas à perdre du poids parce qu'en fait, elle est pas au courant de ce qu'il faut faire. C'est toujours, «Je sais quoi faire, mais j'arrive pas à le J'arrive faire» ou pas. «j'arrive pas à le tenir» et souvent ça, c'est très lié toujours à des croyances et à ces fameux petits verrous qu'il faut, Mmh. trouver et ouvrir les uns après les autres et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'une perte de poids est durable parce qu'une perte de poids qui peut être plus ou moins rapide, mais qui va être temporaire, c'est toujours parce que oui, comme tu l'as dit même, il y a quelques instants, tu peux perdre, 5 kilogrammes, rapidement, en serrant un peu les dents et en quelques mois. En fait, si les verrous, ils ont pas été ouverts avant, les obstacles à la perte de poids ont pas été décelés, On repartira dans l'autre sens ça après, ouais. repartira tout le temps dans le sens et l'exemple le plus flagrant qu'on a chez les personnes qu'on accompagne, malheureusement, c'est, tu sais, les personnes qui ont subi des chirurgies bariatriques, comme les bypass ou les sleeves, qui vont perdre du poids, de manière très rapide, parce que c'est ce qui se produit généralement après une opération comme ça et qui viennent nous voir X années après en disant: «Bah, j'ai perdu 20 kilos suite à l'opération et puis je les ai repris» et qui se jugent énormément et qui se culpabilisent énormément de ça et le problème de ces qui ont une utilité à l'instant T d'un point de vue santé, parce que généralement les personnes qui sont opérées comme ça a été décidé d'un point de vue médical parce que, elles sont tellement en surpoids que la priorité en fait, c'est de perdre du poids d'un point de vue, santé. Mais derrière, en fait, ça ne règle pas la raison de la prise de poids. Donc si la raison de la prise de poids n'a pas été réglée, bah, le poids, il va revenir, toujours. Mmh. Considérer que le poids n'est pas le problème, c'est plutôt le symptôme. Donc si le poids n'est pas le problème, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas perdre du poids. Et la perte de Mmh. poids sera toujours la conséquence et le bénéfice, secondaire de tout ça. Donc on a un peu fait une petite digression, mais on parlait de justement le rapport, à la sécurité sur, par exemple, les personnes qui avaient subi des agressions sexuelles et qui avaient comme ça donné comme ça des fausses croyances de si je maigris, je serai moins en sécurité. Éventuellement, est-ce que tu as, d'autres exemples comme ça des principales fausses croyances ou enfin, c'est pas des fausses croyances, c'est des vraies croyances qu'elles ont, mais qui sont vraiment des croyances, limitantes, bloquantes pour la perte de poids qui sont vécues par nos clientes, par les personnes qu'on accompagne? Qu'est-ce qui revient le Heu, plus? je pense qu'il y a aussi le fait que je suis maman, je suis mamie, je serai plus chaleureuse si j'ai des formes. Alors qu'une mamie très mince ou une maman très mince sera sévère, rigide, pas agréable, pas l'image de la mamie ou la maman, adorable, quoi. C'est rigolo, c'est hyper paradoxal, je trouve. Ouais, souvent c'est très paradoxal quand nous on a de la clarté et de l'habitude sur, ce genre de thématiques et d'ailleurs qu'est-ce que tu alors si on se concentre sur les mamans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, beaucoup de femmes qui sont mamans, même si on n'accompagne pas que des mamans, mais un truc moi que j'ai la sensation et tu me diras si ça te parle, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui revient énormément. C'est, vraiment je vais mettre dans le même sac les mamans et les personnes qui ont un travail très prenant et parfois il y a les 2 maman plus travail très prenant. C'est vraiment, je n'ai pas le temps pour moi et comment toi tu aiderais une personne qui serait dans cette situation de toujours finalement remettre les autres en priorité, que ce soit son travail, ses enfants, sa famille ou parfois les 2. Comment tu commences par aborder le sujet pour faire prendre conscience à la personne qu'elle va pouvoir se mettre en priorité et d'ailleurs, c'est parce qu'elle va se mettre en priorité qu'elle va mieux réussir tout ce qu'elle fait dans sa vie? Mais déjà, je pense que les personnes qui s'occupent beaucoup, beaucoup des autres, en général, dans leur passé, elles ont eu un manque dans l'enfance, un manque d'attention, d'amour, de quelque chose de la part de leurs parents et elles sont en résistance avec ça. Donc on fait d'abord une libération, sur ça dans le passé pour aller voir, bon je vous explique pas non plus la méthode, on Ouais. libère ça du passé. Derrière, on va voir que quand elles prennent du temps pour elles, ça sert aussi les autres. Donc quand elles prennent du temps pour elles, elles ne sont pas égoïstes, vu que ça va aussi apporter quelque chose aux autres, à leurs enfants par exemple, qui deviennent plus indépendants, plus compréhensifs, plus empathiques et en général, en plus, c'est des valeurs qu'elles veulent apporter à leurs enfants. Alors que si elles sont trop maman poule à les chouchouter, à tout leur faire, bah, les enfants deviennent, dépendants, ce qu'elles veulent pas du tout pour eux, pour la suite. Ils deviennent pas préparés, à la vie future. Ils deviennent enfants gâtés. Du coup, bah, de plus en plus de désirs et de moins en moins de plaisir à recevoir, les choses simples de la vie et ça, c'est des choses qu'elles veulent pas pour leurs enfants. Donc une fois qu'elles prennent conscience de ça, du coup, elles s'autorisent à prendre du temps pour elles. Parce que je pense que tant que, on a souvent des femmes qui sont hyper altruistes, qui pensent beaucoup aux autres et tant qu'on leur a pas montré que ça sert aussi aux autres, elles arriveront pas à prendre du temps pour elles. Elles ont toujours cette image de, «Je suis égoïste», voilà. C'est toujours ce ratio de
perception avantages-inconvénients dans les actions qu'on met en place. Tant que je considère que ça a que des avantages de beaucoup être disponible pour les autres et cetera et que je refuse de voir les inconvénients que ça peut créer pour eux, parce que les inconvénients pour elles, elles le voient généralement. Elles voient qu'elles ont Mmh. pas elles en souffrent. Elles culpabilisent de: «Ah bah, j'arrive pas à prendre du temps pour moi» et cetera. Mais elles se rendent pas compte effectivement que là où elles priorisent toujours le travail, les autres, autre chose qu'elles, elles croient qu'il y a que des avantages, alors qu'effectivement dans ce que tu Il y en a viens de citer, il y a aussi ouais, des inconvénients. Et le pour jour les où on arrive à leur faire voir ça et aussi de ouais, voir de l'autre côté les avantages pour les autres à prendre ce temps pour elle, là, ça change énormément de choses et c'est c'est si vous écoutez cette discussion et que vous reconnaissez là-dedans, vous allez probablement vous dire: «Ah oui, c'est vrai, OK, mais une fois que vous en avez conscience, seul, c'est très difficile». Alors c'est quand même un exercice qui peut être intéressant. Vous faites un tableau avec, prendre du temps pour moi et prioriser les autres et vous faites avantages, inconvénients à prendre du temps pour moi, avantages, inconvénients pour prioriser les autres. Généralement, ce qui va être ce qui va ressortir le plus, c'est que la colonne avantages à prioriser les autres, elle va se remplir très facilement et puis mais le but de l'exercice, c'est quand même de justement d'essayer d'avoir une partie du spectre, enfin l'autre partie du spectre et c'est de pour ça que s'ouvrir à c'est l'autre partie. mais c'est pour ça que c'est assez compliqué de le faire seul et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Mmh. ce qu'on fait de l'accompagnement parce que, bah, c'est pas forcément évident et puis aussi, dès lors que c'est inconfortable, le cerveau, il aime bien partir de l'autre côté C'est et comme, ça. Mais en mettre fait, un quand il peu y a un des blocage, c'est ça le truc, on n'arrive pas à voir l'autre partie et du coup, c'est là qu'il y a besoin de quelqu'un pour aller voir l'autre partie, pour débloquer. Sinon, il y aura toujours ce blocage et du coup, là, on parle de prendre du temps pour soi, mais c'est pareil pour, savoir dire non, pareil pour, s'affirmer, pour oser se mettre en colère, ne plus avoir peur des conflits. C'est exactement la même chose, en fait. ouais et tous ces blocages d'ailleurs, tu sais, souvent, les personnes qui souffrent de surpoids, de mauvaises relations à l'alimentation, d'un regard, sur elles qui est dégradé, de manque de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, tout ça. Quand ça fait longtemps, elles ont souvent la sensation que ça va être compliqué de le résoudre, parce que ça fait longtemps. Alors que parfois, on est à un blocage et un petit cadenas à déverrouiller qui derrière, c'est comme un domino qu'on pousse et tout va suivre de ça. Et ce que j'essaie juste de vous faire comprendre si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez dans la discussion, c'est que c'est pas parce que ça fait 20 ans, 5, 10, 15 ans, 20 ans que vous traînez avec ces problèmes de surpoids, que vous avez essayé X, Y, Z méthode, que ça va prendre autant de temps à régler. Ça veut pas dire Mmh. que ça va être réglé en 2 semaines, mais parfois, c'est beaucoup plus simple à régler, en tout cas de faire tomber le premier domino qui, par réaction en chaîne, va faire tomber tous les autres en plusieurs mois et que ce soit durable. Parfois ça prend quelques semaines, en fait. Quelques Mmh. semaines, même pas quelques Si on mois. a identifié le gros s'il y a qu'un seul gros blocage qu'on a identifié et qu'on l'enlève, c'est bon. Mais des fois, il y a plusieurs blocages entremêlés. J'ai une cliente là qui a fini il y a pas longtemps. On a fait qu'une seule séance de vrai coaching, de libération émotionnelle. Une seule et ça a suffi. Je pense Ouais. qu'elle a 9 kilogrammes dans les 4 mois et elle a pas eu besoin de plus, en fait. Elle est sortie de la séance en mode: «Oh, j'en reviens, c'était super drôle» et après elle a pas eu besoin d'en refaire d'autres, quoi. Parce qu'elle avait plus de gros sujets à travailler. Ça, quand tu sors d'une session avec une cliente et qu'elle te dit: «Ah, j'en reviens pas», généralement, c'est que tu as touché du doigt les bons sujets Trop et drôle. les bonnes choses. Ce qui est assez satisfaisant en tant que coach, de se dire: «OK, je suis allé sur les bons sujets» et d'ailleurs, pour prendre l'exemple de cette session, sans forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as eu la sensation que c'était difficile pour la cliente? De répondre aux questions, au tout début, du coup, comme c'était sa première séance de libération émotionnelle, au début, il y a toujours, le moment où ça bloque et puis au fur et à mesure, on enlève le blocage, donc ça devient facile de répondre et à la fin, c'est facile d'enlever ce problème-là, quoi. Mais quand je dis difficile, c'est pas techniquement de répondre aux questions, c'est plus, je vais pas dire difficile, je vais dire inconfortable. Tu sais, souvent, on a des personnes qui ont peur, en fait, de faire un travail sur elles parce qu'elles ont peur, tu sais, de se et souvent les mots, c'est: «J'ai peur de me confronter» et parfois, il y en a qui disent: Mmh. «Bon, bah, allez, c'est bon, j'ai mis la poussière sous le tapis pendant des années, maintenant je vais y aller, je vais me faire mal, je vais me faire violence et je vais aller voir, quoi» et alors qu'en Non, fait, pas du tout. Agréable à faire d'ouvrir le ouais, livre et d'enfin presque avoir sa notice et de comprendre en fait pourquoi tous ces ouais. schémas-là, ils sont là, ils ont un sens. Il y a des émotions, il y a du soulagement, on rigole, mais on rigole beaucoup. Non, c'est différent. Si vous avez jamais vécu de coaching, c'est différent de tout ce que vous avez vécu avant. J'ai une cliente ce matin
qui m'a envoyé un message parce que hier elle voyait son psychiatre pour, renouveler, son accident de travail et elle m'a dit: «Bah, j'ai été mal toute la journée». Parce que retourner chez le psychiatre, ça fait, remonter tout ce qu'elle a vécu parce qu'il parle du passé, en fait. Il parle du passé, du trauma et sans venir le libérer derrière, donc forcément elle souffre. Alors qu'en séance de coaching, on va parler à peine, je pense, du gros moment de souffrance. On va pas remuer la souffrance et derrière, on va aller le libérer. Donc en fait, on vient directement mettre des émotions positives sur l'événement pourri de base. On va pas venir, remuer la souffrance, comprendre pourquoi il y a eu ça alors qu'on sait pas forcément la vérité. On remue pas le passé, on en parle juste et on va direct dans le présent et le futur. Là, tu viens un peu de résumer la grande différence entre la thérapie classique et le coaching. Et d'ailleurs, souvent, on nous pose la question, c'est quoi? Et la grande idée à retenir, c'est vraiment que souvent, la thérapie classique va tourner beaucoup autour de ce que j'ai vécu, y donner du sens, etc. Y donner du sens de, ouais, d'être dans la surcompréhension et comme vraiment remuer, 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 ce qui est difficile. Ce qui fait qu'on ressort des séances souvent, très fatigué émotionnellement et avec, une énergie très basse et la sensation d'avoir fait quelque chose vraiment d'inconfortable. Alors que le coaching, c'est un peu l'inverse. Parfois, il y a des sessions qui effectivement vont amener des prises de conscience qui sont pas forcément évidentes, à première vue et puis les jours d'après on comprend. Mais c'est vrai que on va dire 95 du temps, c'est quand même, hyper agréable de Et sortir d'une après on session de lâche ce coaching. problème, on n'y pense plus, tu vois? Alors que je pense qu'un psy du coup on continue à penser au problème. On veut continuer à comprendre, on remue et on reste dans ses pensées tout le temps. Alors qu'après une séance de coaching, on se sent bien, on a lâché le truc. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent nous voir, elles ont fait, beaucoup de thérapie, Je psy et du coup, pas, mais ouais, c'est bien parce qu'en fait, elles ont vraiment de la clarté sur le problème de fond. Généralement, elles viennent pour: «OK, maintenant je veux le résoudre, avec ça va une plus app» et parfois, on a des personnes aussi qui ont pas forcément vu des psys et du coup, qui ont presque un avantage, sur les personnes qui ont fait beaucoup d'années de thérapie. C'est qu'en fait, le coaching va les amener à prendre rapidement conscience du problème, si on résume ça de manière assez, grossière et au lieu de passer 3 plombes dessus, bah, juste OK, je pars de là et derrière, je vais comme, je vais aller. changer un peu mes lunettes, mon prisme, à travers lequel je vois ce problème perçu, pour aller après, rentrer dans du coaching pur Ouais. et de rester en fait, d'aller très rapidement dans quelque chose qui va être agréable et souvent C'est moi mon j'aime bien. désavantage, encore une fois. Ouais, ouais, ouais et souvent, j'aime bien résumer ça aussi, une session de coaching qui est réussie, c'est vraiment une session dans laquelle vous allez sortir, en vous disant, «Ah OK, je vois vraiment les choses différemment sur, tel sujet» et souvent, on arrive en session de coaching, on sait pas trop, on a l'impression qu'on va parler du sujet A, B et en fait, on finit par parler du sujet C, D, E. Derrière, on voit les choses complètement différemment et ça, c'est quand même très agréable. Mmh. C'est pour ça que toutes les personnes, qui travaillent avec nous ont toutes fait un travail sur elles. Nous y compris avec Aubin, qui est l'autre cofondateur de Kiné Coach Santé si vous nous découvrez et c'est d'ailleurs comme ça quand on s'est rencontrés et qu'on a compris que chacun on avait fait ce travail sur nous-mêmes pour qu'on était déjà avertis au coaching et cetera, qu'on a eu envie après de fonder Kiné Coach Santé pour vraiment aller un cran plus loin, aider des personnes, et qu'on a transposé ça à la perte de poids finalement. Mais de base, c'est déjà un travail sur soi d'être averti sur, voir les choses différemment, en fait. Voir tout le puzzle, dans son entièreté, toutes les pièces du bon, on a parlé pas mal de sujets et on pourrait parler encore pendant pendant des heures. En conclusion, tu vois, toi, si demain, imagine, il y a une personne qui vient te voir ou peut-être une personne qui écoute, aujourd'hui, qui souffre d'alimentation émotionnelle, qui a une faible estime d'elle-même, qui a la sensation d'avoir, tout essayé. Parce qu'elle a essayé régime, thérapies diverses et variées et cetera. Ce serait quoi la première chose que tu lui recommanderais? Vas-y, répète la question. Tu m'entends? Tu m'entends? Attends, je crois que je t'ai perdu. Tu es bloqué. Je sais pas si c'est toi ou si c'est chez moi que ça coupe. Ouais, c'est Ah bon? c Peut-être c'était chez moi. Je vais refaire la question. et plus explicite parce que du coup j'ai pas compris. OK, donc on a pu aborder, la question. OK, cool. On a abordé pas mal de choses aujourd'hui. En résumé, tu vois, si, il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui et qui se reconnaît vraiment dans tous les sujets qu'on a pu aborder, si on imagine une personne qui souffre vraiment d'alimentation émotionnelle, qui a eu la sensation de presque tout essayer, qui manque d'estime d'elle-même, qui souffre beaucoup du regard des autres, qui se juge beaucoup de ressentir certaines émotions, tristesse, colère et de les combler avec la nourriture, ce serait quoi déjà la première petite étape, la première chose que tu recommanderais à une personne, dans ce cas-là? De prendre le rendez-vous avec un coach de notre équipe pour justement venir voir qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui est en conflit en elle et qui fait que malgré toute sa volonté, malgré tous ses efforts, beh, elle repart toujours dans l'autre sens, dans ce qu'elle veut pas. Il y a forcément un blocage et avec un coach de notre équipe, elle pourra identifier ce blocage et derrière décider de si elle veut le libérer,
avec nous, ou pas. OK. Bon, déjà, c'est cool parce que ça permet de clarifier aussi la manière dont on travaille. Ça me donne l'opportunité de juste expliquer rapidement. Vous verrez un lien sous cette vidéo qui va vous permettre de prendre effectivement un rendez-vous, offert qui est gratuit, qui est sans engagement avec un coach de notre équipe et c'est vraiment la manière dont on travaille, c'est que on parle vraiment aux personnes qui viennent nous voir pour essayer de comprendre, en fait, où est-ce que ça bloque et si on peut les aider, on leur explique quoi faire et après si elles veulent, elles peuvent le faire avec nous. Mais si, là on imagine que nous, on n'existe pas, tu vois? Si on parle que à des personnes qui ont même pas l'occasion, tu vois, de nous parler, qui peut-être quelque chose de rapidement actionnable dans leur vie ou peut-être, une question, tu vois, qu'elles pourraient se poser. Ce serait quoi que tu leur recommanderais? D'aller chercher de quoi leurs kilos pourraient les protéger, de quoi, la nourriture pourrait les protéger, pour aller vraiment identifier le besoin ou le conflit derrière, parce qu'il y en a forcément un et du coup, à partir de ça, beh, elles ont déjà une prise de conscience et derrière, beh, essayer de trouver des solutions pour se libérer de ça ou trouver une autre solution pour remplir ça, le besoin Trop bien. Bah, écoute, merci, on va rester là-dessus, ça sera le mot de la fin pour nous, Léa. et faire du sport. Ah oui, non, attends, on n'a pas du tout fini. C'est ça que je voulais dire. Non, on a bientôt Le fini. Attends, c'est vrai que je voulais aborder ça avec toi. Parce que c'est vrai que c'est aussi un peu ta casquette de coach sportive. Je voulais vraiment qu'on aborde aussi à quel point le mouvement peut aider dans la gestion émotionnelle. C'est vraiment ça, le sport sauve, le sport a sauvé plein de personnes. Parce que déjà, bouger, rien que bouger, ça permet, meilleure circulation du sang, meilleure humeur, meilleure respiration, on détend les muscles au lieu d'être, tendu, rigide. S'il y a une meilleure santé, derrière, meilleure humeur, plus de confiance en soi, moins de fatigue, plus d'énergie. Si on a plus d'énergie, on est plus prêt face à tout ce qui peut se passer. On a de la force pour tout ça. Le sport, ça permet aussi de se vider la tête, se défouler, être fier de soi, prendre confiance en soi, vivre des émotions fortes, partager ça avec d'autres. Le sport permet tout ça et plein d'autres bénéfices. Et si je suis, une personne, tu vois, on va dire, j'estime avoir 15-20 kilos à perdre ou même juste une dizaine de kilos ou peu importe le chiffre, mais juste que j'ai la sensation aujourd'hui de vraiment pas être mobile dans mon corps, de m'identifier, de me coller une étiquette comme moi je suis pas sportif. Comment tu vois les choses pour une personne qui vraiment a la sensation de repartir de zéro vis-à-vis du sport, qui n'aime pas ça? Parce que à chaque fois j'ai eu des mauvaises expériences sur le sport. Comment tu recommanderais à une personne de se mettre petit à petit au sport, maintenant qu'on a vanté entre guillemets «les bénéfices» du sport? Ouais, qu'est-ce qui te vient un peu comme plan d'action assez facilement actionnable pour une personne qui aujourd'hui, repart de zéro ou a fait du sport par le passé, mais qui ne sait même plus par où commencer finalement pour s'y remettre? Et déjà, il y a des croyances sur le sport à enlever, comme quoi quand on commence le sport, il faut déjà être bon. Ben non, en fait. Si vous reprenez à zéro, vous avez le droit de reprendre à zéro. Un sportif après une blessure, il va reprendre pas bon. Tous les sportifs qui ont commencé, ils ont commencé quelque part. Donc en fait, le sport, on peut en faire sans être bon, très fort tout de suite. On peut commencer à faire, à trottiner, vraiment pas vite. Il faut arrêter avec le regard des autres, comme quoi je ne peux pas courir si je ne cours pas vite. Non, vous courez à votre vitesse au début et après vous allez facilement, sûrement vous améliorer. Mais au début, on peut commencer de zéro, comme tu dis. Il y a des croyances aussi sur le sport qui fait qu'elles pensent que le sport, ça doit être forcément carré, hyper sérieux. Mais non, même moi en tant que sportive, mes séances, des fois, c'est vraiment du fun, c'est vraiment du plaisir, c'est vraiment des rires. J'adapte mes séances pour y prendre un maximum de plaisir possible. Je suis pas, bon, tout le monde ne fait pas ça, hein, mais vous pour vous, c'est pareil. Si vous voulez danser, bouger dans tous les sens, faites-le. Si vous voulez faire du step qui est drôle plutôt que d'aller faire de la muscu, faites-le. Il y a sûrement plein d'activités physiques qui vont vous faire, plaisir, vous faire, découvrir des choses, vous faire, vivre plus fort. Donc n'allez pas sur des activités physiques du style cardio, course, si ça vous fait pas plaisir, s'il y a pas de fun. Surtout que Parce que c'est souvent le premier réflexe, hein, des personnes mais qui veulent oui! perdre du poids, qui croient qu'aller courir, ça va les aider Faut à aller perdre faire de du la poids. muscu et ça, en fait, elles auront plus de dépenses caloriques à danser dans tous les sens si elles aiment danser tous les jours et le faire en plaisir parce qu'elles vont le tenir, en fait, si elles ont du plaisir, plutôt qu'à se forcer une fois par semaine à aller courir et sans prendre du plaisir et en plus, il y a beaucoup plus de bénéfices au sport quand on prend du plaisir forcément que quand on est en mode, «Ah j'aime pas ça, je me force». Donc en résumé, imaginez déjà et réfléchir à une activité sportive qui vous fait plaisir, quelle qu'elle soit, et que vous voyez tenir sur la durée. Il faut juste comprendre que si ça vous fait plaisir, vous allez réussir à le tenir Nab sur la durée. ça. Et si la première chose à laquelle vous pensez,
c'est courir alors que j'aime pas ça. Gardez à l'idée que déjà vous allez pas le tenir et en plus, c'est même pas l'activité reine pour perdre du poids, on va dire correctement et de manière, qualitative. Non, La grande idée aussi que je pourrais rajouter, c'est de solliciter ses muscles et tous ses muscles. Donc oui, d'un point de vue technique, l'activité reine, c'est la musculation parce que par principe, ça sollicite les muscles. Mais si vous n'aimez pas ça, ne vous mettez pas à la faites musculation. autre chose. Commencez par des Ouais. choses qui sollicitent les muscles, qui seront plus proches de vous, plus simples à mettre en place. Éventuellement, en groupe aussi, comme tu disais, parce que ça permet de rencontrer des gens ou juste de revoir des gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Il y a des Du choses qui sport sont avec très les douces, enfants aussi. avec les enfants. Il y a des choses, Plein de trucs qu'on peut faire assez avec les douces, enfants. pardon? Il y a plein de sports qu'elles peuvent faire avec leurs enfants, Il y a où il quoi y qui aura te du vient? fun, du plaisir. Quel sport je peux faire avec mes enfants, tu vois, si je veux m'y remettre? Et tu vois, l'acrosport, on n'y pense pas forcément et tu sais, c'est des pyramides à plusieurs et avec les enfants, tu fais des pyramides, beh, toi, tu te mets un gainage, que ce soit au niveau sur le dos ou sur le ventre et tes enfants te montent dessus ou font d'autres figures sur toi. Toi, tu es en gainage, donc tu te renforces. Tes enfants, ils travaillent leur équilibre, leur gainage aussi. S'ils tombent, ils tombent sur toi, enfin, tu les rattrapes, c'est drôle et en général, c'est des séances de complicité où vous êtes morts de rire. Tu brûles des calories aussi parce que mine de rien, faut rester équilibré, faut rester en gainage avec quelqu'un sur soi, tu vois? Et il y a du fun, il y a du plaisir pour tout le monde et les enfants, ils se rappelleront plus de ça plus tard, de ces moments forts partagés, plutôt que les moments de repas, de gros repas qui n'intéressent pas forcément les enfants et où il y a pas plus d'émotions, que ça. D'ailleurs, moi qui ai des enfants en bas âge, rien que le fait de faire exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire de mettre à leur niveau un enfant, d'1 an et demi, ça se baisse, ça fléchit les jambes, ça se met debout, ça court et juste de jouer avec, ce qui demande pour nous qui sommes beaucoup plus grands qu'eux, bah, de devoir se mettre à leur niveau, donc de se baisser, parfois de s'allonger, de se relever et cetera, bah, ça, c'est du sport, en fait et c'est Mmh. quelque chose qui permet de relier aussi à ce qui est généralement le plus important pour nous, en tant que parents, c'est de passer du temps avec nos enfants. Donc mieux vaut, jouer pendant 30 minutes, se baisser, se relever, porter son enfant, rigoler et cetera, plutôt que d'aller courir parce que, C'est je dois ça. faire du sport et je m'inflige, le fait d'aller courir. Surtout que là, au moment où on tourne cet épisode, c'est bientôt l'hiver, on commence à rentrer. Donc s'il fait froid, qu'il fait moche et cetera et qu'en plus, j'ai pas du tout envie d'y aller, bah, il faut juste trouver quelque chose, un sport en intérieur, qui vous fait plaisir. Et peu importe, même un sport de raquette, quelque chose qui moi, je me suis mis au padel là, ça faisait des mois que je voulais m'y remettre, alors que Et c'est je fais plutôt de la musculation et j'aime la musculation, mais en fait, il me manquait vraiment quelque chose de ludique et de fun dans ma pratique sportive et je garde la musculation parce qu'il y a autre chose que dans la pratique qui m'intéresse et qui me permet de me dépasser et cetera. Mais il manquait vraiment une dimension, que j'estimais être, drôle, fun et plus une composante un peu plus cardio et je m'amuse d'observer que même moi, en tant que personne qui fait du sport depuis longtemps et beh, en fait, je vis la même chose. C'est que je procrastinais quelque chose, que j'avais envie de faire alors qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait plaisir et aussi, ça me permet de divaguer, pour terminer aussi sur, souvent, là, on parlait des obstacles à perdre du poids, mais il y a aussi les obstacles à faire du sport et ça passe souvent par prendre du temps pour soi et parfois on a la perception que, prendre du temps pour aller faire X ou Y sport, bah, On se manque de lasse de choses. Ouais. quelque chose d'autre et souvent, ça peut être intéressant d'aller voir en quoi faire ce sport que vous avez peut-être envie de faire, va être au service de ce pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression que ça va être au contraire le freiner. Donc je prends un exemple très simple, si, je travaille beaucoup et que j'ai envie de rajouter 1 heure de sport, à ma pratique, sportive, aller voir en quoi ça va aider mon travail que je fasse du sport, va me Tu auras permettre l'esprit plus clair, ouais, voilà, heu, tu plus efficace, tu t'organises mieux, tu plus détendu, il y a plein de trucs, ouais. au niveau stress et Et on a cetera. plein d'inspiration au sport. Bon, en tout cas, c'était un super épisode. Merci pour ton Ouais, temps, Léa. Est-ce que tu veux rajouter quelque plaisir. chose, pour la fin ou tu penses qu'on est bon? Beh, là, je pense qu'il y a une dernière croyance aussi sur le sport, c'est que le sport, ça doit prendre du temps et en fait, non, il y a des séances, que vous pouvez faire qui durent, 10 minutes chez vous, où vous n'avez même pas besoin de perdre le temps de vous mettre «en tenue» entre guillemets et qui vont marcher, être efficaces pour vos objectifs de perte de poids, de bien-être émotionnel et cetera, de confiance en soi aussi. On vous demande pas, une discipline de personnes, de haut niveau. 10 minutes par jour, ça fait sur une semaine, sur un mois, ça fait énorme en fait L'effet et cumulé, 10 minutes par jour, ça se trouve dans bien sûr, l'organisation. c'est clair. Et d'ailleurs, toi, dans notre accompagnement, tu as tourné un espace membre lié au Pour sport le avec des sport, séances ouais. très courtes, Des sur séances très lesquelles courtes, on a ludiques, tous les sens, adaptées à tous les niveaux, où on perd pas du temps au début au blabla, on commence direct. C'est adapté vraiment à leur organisation, leur temps et leur vie, quoi. Il y a des séances qu'on peut faire, couché, parce qu'il y a les séances quand on a la flemme aussi. Il y a des séances qui sont possibles, sur le lit, dans le canapé. ouais, Tout est possible. trop bien Léa, merci. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.